Comme ça. Alors, donc, on peut continuer. Bien, donc c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, voici l'azote, N2, en présence de 8 hydrogènes, plus 8 électrons, plus 16 ATP. Ça se passe au niveau des bactéries suffisantes. Sinon, ce n'est pas au niveau de l'atmosphère. Au niveau de l'atmosphère, il n'y a pas d'ATP. L'ATP, c'est une source d'énergie. D'accord? Donc, il y a des bactéries vitrifiantes qui arrivent aussi à assimiler et oxyder l'azote, le diazote. Alors, pour pouvoir y arriver, elles vont utiliser des électrons plus ces ATP pour donner de l'ammoniac et ainsi de suite pour pouvoir fixer la note. Et donc, voici le processus. On appelle ça la nitrification. Une fois on a l'ammoniac qui est créé, l'ammoniac va alors s'oxyder pour pouvoir donner du NO2. Le NO2 va s'oxyder encore pour donner des nitrates. Le nitrate va s'oxyder à son tour de nitrite. Et puis le NO-, l'azote, et ainsi de suite. Et finalement, le diazote va retourner à l'atmosphère. L'équation bilan est ceci. Ammonium plus azote nitreux va donner quoi? Diazote plus eau. Voilà, tout simplement. Donc, ça, c'est la fixation anaérobique de l'eau. Voici un peu le processus qui se passerait, un peu, je dire, dans le ciel lorsqu'il y a des pluies. Mais ce n'est pas exact. Bien, donc voici ce qui se passe lors de la fixation de l'azote. Et c'est ça qui va rendre l'azote utilisable par les planctons, ou bien par les plantes de façon générale. Si on n'a pas ça, l'azote N2 n'est pas utilisable. Okay? Alors, le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau, on va le lire parce que c'est important. Le cycle de l'eau. L'océan mondial couvre 71% de la surface de la Terre et contient 97% du volume d'eau sur cette planète. L'eau douce ne représente que 3% de ce volume d'eau, dont 2% est contenu dans les calottes glaciaires au pôle. La consolidation des calottes glaciaires permet le retrait du niveau de l'océan mondial de plusieurs dizaines de mètres. Mais leur fonte remonte ce niveau de plus de 6 mètres. La calotte de l'Antarctique, qui contient l'équivalent de 70 mètres d'élévation du niveau de l'océan mondial, demeure globalement stable depuis 70 millions d'années. À cet égard, il est peut-être considéré que les grands réservoirs, océans, calottes glaciaires, glaciaires continentaux, eaux de surface, eaux souterraines, sont constants sur une échelle de l'année à quelques décennies. Nonobstant l'effet des activités humaines qui modifient progressivement certains équilibres stationnaires. Bon, l'océan mondial, c'est 11% de la surface de la Terre et contient 97% de l'eau qu'on a sur la planète Terre. Et puis, dans ces 97%, il n'y a que entre 2 et 3% d'eau douce. C'est-à-dire les fleuves, tout ce que vous voyez là, ça fait 2 ou 3%. Et dans les 2 ou 3% là, enfin dans les 3%, 2% appartiennent aux calottes glaciaires, arctiques, antarctiques. Les glaces que vous voyez là-bas, c'est de l'eau, qu'est-ce qu'il y a dit? C'est de l'eau douce. Et elle représente 2% de toutes les eaux. Donc, tout ce que vous avez, Amazon, Nil, Pandaman, tout ce que vous avez là, c'est 1% de l'eau douce. Vous voyez comment est-ce que c'est énorme, comment c'est impressionnant. Voici ce que j'allais dire. D'accord? Donc, maintenant qu'on a vu tout ça, comment est-ce qu'on fait pour mesurer les composés, pour déterminer la caractérisation chimique de l'eau de mer? Ça, c'est notre outil de prédilection. On appelle ça la rosette en français. Voilà. Donc, ça contient tout ce qu'on veut dessus. Mais
ce sont des bouteilles. En fait. Des bouteilles. On les débouche, on les ouvre par ici et par là, en haut et en bas. On les ouvre comme ça. Il y a une corde qui permet de mettre la bouteille ouverte. Et on la descend dans l'eau ouverte. À la profondeur qu'on veut, on appelle ça le messager. Il y a un fer. C'est la bouteille de whisky. Ce sont des bouteilles de whisky, mais en plus grand. Et on les associe, généralement c'est une dizaine de bouteilles. Voilà, une dizaine de bouteilles. Donc, ce sont des bouteilles de whisky. Tu en as déjà utilisé? Oui, dans l'école des terrains, sur la même femme. Il n'y a pas de l'autre pendant. C'est tout. Donc, ce sont des bouteilles de whisky. Alors, Ovivi, tu as déjà vu une bouteille de whisky? Non, pas encore. Pas encore. D'accord. Donc, il faut taper après. Tu tapes bouteille de whisky. Tu peux aller même sur YouTube, tu verras comment on l'utilise, comment ça se présente et autres. Donc, voilà, ce sont des bouteilles de whisky mises sur un système et on descend. Donc, si on veut prélever peut-être à tous les 10 mètres, quand on descend à 10 mètres, on lâche le messager de la bouteille 1. À 20 mètres, on lâche le messager de la bouteille 1. Ainsi de suite. Quand on a fini, on remonte. Et maintenant, on vient faire les analyses chimiques de l'eau qu'on va prélever dans chaque bouteille. D'accord? Voilà. Donc, voilà, on a fini. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça, c'est le chapitre 3. On fera ça pour le lundi prochain. Pardon, le jeudi. Jeudi après. Voilà. Donc, voici ce que j'allais dire. Alors, je vais. Donc, si vous avez des questions. Donc, on a vu aujourd'hui la caractérisation physique des eaux océaniques ou des eaux de mer et la caractérisation chimique des eaux de mer. Alors, pour me répéter, la caractérisation physique tient essentiellement à deux choses, la salinité et la température, qui entraînent la conductivité. La conductivité découle de la salinité. D'accord? Voilà. Maintenant, il y a des paramètres secondaires tels que la couleur des océans. La couleur des océans. Ce sont des paramètres secondaires. Et on parlera véritablement de la couleur des océans dans le prochain chapitre, la caractérisation biologique. Parce que c'est ce qui est dans l'eau, généralement, j'ai vu ce qui est essentiellement biologique, qui entraîne, qui détermine la couleur de l'eau, qui est tel paramètre physique. Voilà. Sinon, si on n'a pas de façon naturelle, l'eau n'a pas de couleur. Voilà. Donc, c'est un paramètre secondaire. Mais fondamentalement, on a température et salinité. Et on a vu donc que c'est constitué des ions majeurs. On a le premier ion, c'est le chlore, le deuxième, c'est le sodium. C'est ce qui fait que l'eau de mer est salée. Et puis, les halogènes, les alcalino-terreux. Donc, ce qu'on va voir, comme on l'a dit, là où on n'a pas été, bon, faites le TD, lorsque vous avez fait le TD, il y a des choses qu'on n'a pas dites qu'on va pouvoir le Donc, on commencera la prochaine séance par les TD. On traitera les 3 fiches. Traitez-les, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas dites qui se trouvent là-bas. Voilà, on va dire aussi. Bon. Et puis, j'ai demandé que vous installiez, dans la mesure du possible, le logiciel R. Vous allez essayer. Et c'est facile l'installation. Voilà. Donc, on va essayer quelque chose. Je vais voir si je peux trouver une plage de données sur Excel, je vais vous envoyer.
Kofi, tu as Oui, essayé monsieur. d'installer R, moi, Oui, j'ai installé R. tu as installé. Je ne sais pas trop si c'est la même chose avec le langage pour les databases, mais j'ai quand même installé. Il y a la version 4.2. 4.22, oui, c'est ça? Et c'est ça. Oui, c'est ce que j'ai installé. Ok, c'est ça. Ok, c'est bon. C'est bon. Ok. Donc, mais déjà, vous pouvez aller sur YouTube et essayer de voir quelque part, faire la prise en main. On y aille rapidement. On fera pas, on n'ira pas dans la profondeur, mais je veux dire la prise en main. Dès que vous savez la prise en main, ça vous permet de savoir comment faire pour pouvoir développer et puis faire des analyses avec ça. C'est important, comme je l'ai dit, un océanographe, tout océanographe, de savoir le b.a.-ba de la programmation, du coding. C'est vital, en fait. L'année dernière, on m'a posé la question, quand on va arriver là-bas, on m'a posé la question, mais pourquoi est-ce que c'est important pour un océanographe de savoir coder? Je n'ai pas répondu par deux façons. Je dis, pour moi, c'est vital. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez faire une thèse, votre thèse, par exemple, si vous voulez la faire, il y a des choses que vous ne pourrez pas faire vous-même, que vous serez obligé de déléguer. D'accord? Et si vous déléguez, je vais vous prendre un exemple concret, pour que vous sachiez. Voici R. Et puis, il y a un logiciel qu'on appelle MATLAB. MATLAB, MATLAB, les gens ont commencé par MATLAB. Mais MATLAB était fait par les Américains. Et ça a été longuement utilisé, même dans l'aviation. Et puis, je compte l'histoire que j'ai entendue. Hein. Et puis, à un moment donné, les Européens ont estimé que lorsqu'ils mettaient MATLAB dans les appareils, ils faisaient les calculs, les appareils déviaient de leur trajectoire. Je dis, on met le pilote automatique, on dit, bon, tu suis cette ligne. Et c'est trouvé que les appareils se déviaient de leur trajectoire. Donc, ils ont dit, c'est que c'est le logiciel qui n'est pas bon. C'est que quelque part, les gens, ils ne leur donnent pas la vraie version du logiciel. C'est comme ça qu'ils ont créé R. Le logiciel est un logiciel libre. C'est libre. Tu as téléchargé, tu as installé tout à l'heure. C'est libre. Non, c'est parce que c'est Oui, on peut le faire passer sur le c'est libre. Soit sur Linux, on doit avoir des OVR. En tous les exemples. Et il y a une bonne communauté derrière. Une bonne communauté interagit. Les mises à jour sont fréquentes, on développe même des packages et autres. En tout cas, c'est super, super. Donc, c'est comme ça qu'ils ont développé R. C'est la même chose. Je dis, finalement, si tu ne connais rien dans la programmation, tu vas les mettre tes données à quelqu'un. Il va faire tes analyses, il va te rendre des résultats. Ou bien te faire une modélisation. Tu ne sauras jamais si ce qu'il t'a fait est juste ou pas, puisque tu ne connais rien dedans. Et je ne vous dis pas le nombre d'aberrations qu'on a en science, parce que très souvent, on ne sait rien. En d'autres termes, tu peux envoyer tes échantillons à un laboratoire, on fait des analyses, on t'envoie des résultats. Toi, tu seras bien content d'avoir tes résultats. Mais c'est vrai, c'est faux. Donc, apprendre à coder pour un océanographe, c'est vital, en fait. C'est pourquoi j'ai intégré ce genre de notion là dans le cours. Parce que c'est ça qui permet de caractériser les autres. On verra tout demain, enfin le jeudi. Je vais vous dire, quand je vais rentrer dans les détails, vous verrez pourquoi est-ce que ça a été véritablement ce cours. D'accord? Si tu as une question, je la prends et puis on va partir. Pas de questions. Donc, en un, traiter les TD, les fiches de TD, les traiter. Et lorsque vous avez fini, faites tourner votre logiciel R. Je vais voir, comme je l'ai dit, si je tombe sur une petite page de données, je vais vous envoyer pour que vous fassiez quelques petites analyses.
Le jeudi, on fait tout ça. D'accord. D'accord. Allez, donc je vous dis merci pour votre attention, merci pour votre disponibilité. Et puis pour les échanges, ça a été intéressant. Continuez et le jeudi, ça sera encore plus intéressant parce que on a eu. Puis voilà. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Merci beaucoup. Passez une belle journée. Merci. Allez, à bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir.